Bonjour et bienvenue dans l'épisode 19 de la saison 2 de l'écriture d'un roman. Alors aujourd'hui je vous parle de relecture, de 24e version, de thèmes, d'émotions, de doutes, de légitimité, de génie, d'auto-édition et de bien d'autres choses. Bonne écoute à vous! Le mercredi 7 avril 2021. J'en suis à la page 171 de ma relecture, donc sachant que je lis une quinzaine de pages par jour, il me reste encore 4 jours à peu près de relecture. Et ensuite, il faudrait que je reporte les corrections de mes prises de notes dans mon texte, pour après encore relire une dernière fois, faire les toutes dernières modifications, on espère qu'il n'y en aura plus d'autres, et que cette version soit prête à être envoyée en maison d'édition. Bon là, dernièrement, une chose qui me titille de nouveau pas mal, c'est de faire une énième version, encore une fois, en reprenant les éléments de mon ancienne fin, que je regrette toujours un peu. Et j'ai l'impression que je me suis laissée trop influencer par ma prof de français, qui elle n'était pas hyper emballée par cette fin que j'avais mise en place. Elle trouvait que c'était pas logique dans mon roman et en fait je suis pas totalement d'accord avec elle. Et je sais qu'en plus, parmi mes lecteurs, certains se sont laissés séduire par la fin que j'avais. Donc voilà, je sais pas trop quoi faire avec ça. J'ai bien envie de faire une version avec cette fin, qui serait beaucoup plus romanesque. Il y a des thèmes qui sont plus ou moins romanesques. Par exemple, quand un livre parle de survie, on va être beaucoup plus en empathie. Les émotions qu'on va vivre vont être beaucoup plus fortes. Les livres qui m'ont transportée ces derniers temps, c'était des livres qui abordaient des sujets beaucoup plus graves, peut-être, que ceux que j'aborde dans mon livre. Mais bon, en même temps, je suis pas sûre que ça soit une question de sujet, c'est plutôt la manière dont on en parle. Est-ce qu'on ne peut pas faire pleurer quelqu'un avec n'importe quel sujet ? Tout dépendra de la manière dont on va transmettre les choses. J'ai peur de ne pas transmettre assez d'émotions dans mon texte. Qu'on soit pas touché au cœur, qu'on le lise et puis que on l'oublie. Mais en fait, j'en attends trop de ce texte. J'ai envie de faire trop de choses avec. J'ai envie d'écrire le livre parfait alors que c'est mon premier roman qui va être abouti finalement. Je dis souvent que j'ai jamais terminé aucun texte, mais ça dépend ce qu'on appelle terminer un texte. Parce que des premiers jets, j'en ai écrit quand même pas mal. Et je les ai même retravaillés pour certains d'entre eux, sauf qu'en fait, je n'ai pas été au bout de ce travail de réécriture. C'est en ce sens-là que j'estime que j'ai encore jamais terminé de texte. Donc je me suis déjà entraînée auparavant pour l'écriture. J'essaie de me rassurer parce que souvent on dit que le premier manuscrit qu'on écrit, c'est pas celui qui va être publié. Et j'avoue que si celui-là il n'est pas publié, refaire tout ce travail, toujours dans l'incertitude d'être lu un jour, d'être publié, ça demande du courage et de la persévérance, enfin même de la pugnacité, que j'ai peur de ne pas avoir. Enfin si, je l'aurais, parce que mon rêve c'est vraiment de devenir écrivain, donc peu importe finalement que mon livre soit accepté ou pas. C'est juste que ça ne permet pas de se sentir légitime tant qu'on n'a pas été publié. Ok, on dit que le doute, quand on est écrivain, on le conserve toute sa vie, et que tant mieux, c'est ce qui nous fait avancer, c'est ce qui nous fait progresser. Mais le manque de confiance en soi est énorme tant qu'on n'a rien publié. Et puis c'est pareil par rapport à l'entourage. Comment vous voulez dire que vous écrivez, que vous êtes écrivain si vous ne publiez rien ? Comment vous pouvez justifier le temps que vous passez à cette activité, qui apparaît comme un hobby à la plupart de votre entourage, si derrière, il n'y a aucun résultat concret, visible ? Le dernier entretien de Bookmakers, il parle de ça parce que l'homme a mis un temps fou à se faire publier. Je crois qu'il a attendu 25 ans. Ah mais moi j'aurais désespéré. Il y a un moment, forcément, on se pose la question, mais est-ce qu'on est vraiment fait pour ça ? Après, si on a envie de faire ça, on va continuer. Mais bon, c'est vrai que ça m'embêterait un peu de me retrouver publiée post-mortem. Mais ce sont des choses qui arrivent. Je ne pense pas avoir le génie nécessaire qui fera que je ne serai incomprise dans ma vie et que je serai considérée comme une grande écrivaine une fois morte, Parce que généralement, c'est ce qui se passe. Souvent, ce sont des génies qui ne sont pas reconnus de leur vivant et qu'on découvre après leur mort. Après, voilà, il y a quand même des grands auteurs qui sont reconnus de leur vivant.
Mais bon, ça, à la limite, on s'en fiche de savoir si je suis un génie, si je suis une grande auteure, si tout ça. Le principal, c'est de faire quelque chose que j'aime, de le faire au mieux de mes capacités, d'avoir un public qui est là pour recevoir ce que j'écris, qui s'intéresse à ce que je fais, d'être un petit peu suivi pour pouvoir être lu, pour pouvoir peut-être vivre de l'écriture. Parce que dernièrement, je vous parlais du fait que je savais pas si c'était une bonne chose de vivre de l'écriture. Bah oui, parce que j'aurais peur de me mettre une pression trop énorme sur les épaules, si de mon écriture dépendait mon pain quelque part. Mais d'un autre côté, le but c'est quand même de vivre de l'écriture. C'est contradictoire, hein. C'est un peu ça, hein, de m'enregistrer sur le vif, c'est que forcément je me contredis moi-même d'un jour à l'autre, mais parce que d'un jour à l'autre je ne suis pas forcément la même personne, je pense pas les mêmes choses, ma réflexion évolue, elle se transforme, elle change, c'est fluctuant. Et tant mieux, ça veut dire que je suis mobile. Puis je pense qu'en plus c'est important quand on écrit de pas avoir des jugements arrêtés. Sinon on fait un écrit moralisateur et dogmatique, je suis pas sûre que ça va rencontrer un public. Vous savez ce qui est génial depuis que j'ai commencé à écrire ? J'avais envie de partager cette réflexion avec vous. C'est que je me suis rendu compte que je me faisais plein de mauvaises idées sur moi. Je pensais par exemple que j'étais pas quelqu'un qui avait de la volonté. Et là je me rends compte que de travailler jour après jour sur ce manuscrit, peu importe l'état dans lequel je me trouve, si ce n'est pas faire preuve de volonté, je me demande ce que c'est. Je pensais que j'étais pas quelqu'un qui allait jusqu'au bout de mes projets. Et là, le fait de savoir que ça fait plus de 4 ans que je travaille sur ce texte dans le seul et unique but de l'amener à son terme, si ce n'est pas de la persévérance, je ne sais pas ce que c'est. En fait, je me rends compte que j'étais pleine de mauvaises idées, de fausses idées que je me faisais sur moi. Ça fait du bien de se rendre compte que, en fonction de l'activité qu'on fait, si elle nous correspond ou non, les mêmes qualités ne rentrent pas en jeu. Souvent, je vous dis que je ne suis pas organisée. Alors, je suis peut-être pas méthodique, mais par contre, je suis organisée. Je suis peut-être partie dans tous les sens pour ce texte, mais oui, parce que c'était la première fois que je prenais cette activité au sérieux. Donc j'ai testé plein de choses qui ont parfois fonctionné, parfois non. Donc ça fait une organisation un peu brouillonne, mais finalement j'ai une organisation plutôt simple aujourd'hui. C'est un petit peu le résultat de tout ce que j'ai testé auparavant. Je pensais aussi que j'étais quelqu'un qui me lassait vite, mais par contre je ne me lasse pas de mon texte, je ne me lasse pas de mon écriture. Alors certes, des fois j'ai des petits coups de mou parce que j'ai l'impression que c'est pas très bon ce que j'écris, mais d'un autre côté, c'est un petit peu normal quand ça fait aussi longtemps qu'on travaille sur un ouvrage. Ça veut pas dire pour autant qu'il est mauvais, c'est juste qu'on n'a plus un regard neuf pour voir les choses. Je pensais aussi que j'étais quelqu'un qui n'aimait pas la solitude, alors que pour écrire, il faut être seul, c'est une activité particulièrement solitaire. Je pensais que j'aimais bien être entourée de monde tout le temps. Et c'est ça qui est génial, c'est que je me découvre sous un tout nouveau jour avec cette activité. Et j'adore. C'était un peu un test au départ, c'est-à-dire que j'avais toujours eu le rêve de devenir écrivain, mais que j'avais jamais fait l'essai. Et un jour, lors d'une discussion avec ma mère, elle me dit « Bah teste, vas-y, essaye, tu vas voir si ça te plaît. » Parce que c'est bien beau d'avoir le rêve de devenir écrivain, mais est-ce que la vie quotidienne d'un écrivain va te convenir ? Et c'est vrai que je me suis dit que c'était peut-être pas mal de tester. Et puis que si ça pouvait me permettre d'aller au bout d'un roman, ça serait déjà une bonne avancée vers mon rêve. Et là, c'est ce que je teste depuis 4 ans, et depuis 4 ans, je constate que c'est un véritable plaisir. Quand je consacre des journées entières à l'écriture, c'est des journées très heureuses pour moi, j'adore. Si je ne pouvais faire que ça, si j'arrivais à en vivre évidemment, j'en serais ravie. Alors je pense que c'est bien de combiner ça peut-être avec une autre activité, histoire de voir un petit peu de monde, parce que même si la solitude me pèse pas pour écrire, j'ai quand même besoin de voir des gens pour mon épanouissement personnel. Je m'en rends compte là avec tous ces confinements qu'on subit les uns derrière les autres. Le premier, ça avait un côté assez ludique parce que on vivait tous la même chose. On était dans une nouveauté, on vivait tous en même temps pour la première fois, une condition qu'on n'avait jamais connue, un mode de vie nouveau, comme si tous on partait en voyage au même moment. Enfin, c'était assez étrange quand même, cette espèce de communion qu'on avait tous entre nous, ce temps suspendu dans lequel on évoluait. Moi, j'aimais bien quand même ce côté-là. Mais là, à force qu'ils s'enchaînent les uns derrière les autres,
On se rend compte que nos contacts se délitent un peu, qu'on voit de moins en moins de gens et finalement la solitude devient plus pesante au fur et à mesure qu'on s'enfonce dans ce nouveau monde, dans cette ambiance de confinement et de virus. Le jeudi 8 avril 2021. J'ai bien avancé ce matin puisque j'en suis à la page 206 et j'ai décidé aujourd'hui et demain de faire des séances plus longues, de consacrer toute ma matinée à l'écriture pour avancer un petit peu plus vite. Et donc là, je vais finir la relecture aujourd'hui. Je suis assez contente parce que je me rends compte que dans les dernières pages, j'ai plus grand chose à retravailler, j'ai à peine pris quelques notes, tout est assez fluide, tout se comprend bien, il n'y a pas de grosses erreurs. Ça marche plutôt pas mal. En fait, ce qui me reste à travailler, c'est le milieu de mon roman. Le début et la fin sont plutôt bien aboutis, le travail est de moindre importance dans ces deux extrémités, donc ça me soulage de me rendre compte de ça, ça veut dire que j'ai bien progressé. Bon, je suis toujours en train de me poser la question sur une énième version quand même. Et puis plus je me pose la question, plus je me dis que ça vaudrait peut-être le coup que je m'y attache. Sauf qu'en fait j'avais commencé à retravailler cette 24e version et ça m'a... Je sais pas, est-ce que je me suis lassée? Est-ce que j'avais l'impression de travailler encore dans le vide? Est-ce que je me suis retrouvée face à un nœud, ce qui fait que j'ai abandonné? Mais en tous les cas, si je m'y remets aujourd'hui, j'ai l'impression de repartir carrément en arrière. Et puis ce qui m'embête un petit peu, c'est que j'ai beaucoup travaillé sur le texte de la 23e version, mais pour la 24e version, j'ai peur d'avoir à refaire exactement le même travail que sur la 23e. Enfin, je sais pas comment je vais arriver à combiner les deux textes, si vous voulez. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Pour retravailler ces 24e versions, je voudrais m'appuyer sur la version 22, sauf qu'entre la version 22 et la version 23, le texte a quand même pas mal évolué, notamment par rapport aux tournures de phrases, par rapport aux répétitions, par rapport au vocabulaire. Et j'ai peur de me perdre un petit peu dans ce travail, d'être un peu submergée par tous ces trucs de partout, quoi. Bon, on verra un petit peu comment ça se goupille, tout ça. En tous les cas, là, comme je vais avoir fini la relecture aujourd'hui, je pense que je vais même pouvoir commencer les corrections. Alors, soit je commence les corrections, soit je m'attaque à la 24e version. Comme j'ai pris un petit peu d'avance sur mon planning, je peux me permettre de faire cette 24e version. Mais est-ce que c'est pas, encore une fois, un peu du luxe que je m'accorde ? C'est sûr que si j'avais un éditeur qui attendait mon texte, je me prendrais pas la tête, je lui enverrais la 23e version, qui est déjà bien aboutie. Mais sauf que là, comme personne m'attend, comme j'ai tout approuvé, j'ai envie d'apporter le meilleur texte qui soit. J'ai pas envie qu'un éditeur se dise « Ouais, il y a quelque chose, mais il manque un truc, je préfère pas prendre le risque de retenir ce manuscrit. » Alors qu'avec la 24e version, il se dirait « Ah ouais, non mais là, il y a vraiment quelque chose, je vais appeler cet auteur pour en apprendre un petit peu plus. » Cet élément que je peux rajouter dans la 24e version, est-ce que c'est pas ça qui va déclencher, susciter l'intérêt ? Bon, ça se trouve, je me prends vraiment la tête pour rien, que mon texte va être mis de côté direct dans les oublis, quoi. Franchement, je pense qu'un bon texte, on le repère tout de suite. Les maisons d'édition sont plusieurs à rappeler. Mais ça, c'est quand il s'agit d'une évidence. Est-ce que moi, c'est une évidence ? Ça, je suis pas sûre. Je sais pas, j'imagine par exemple des textes comme En attendant Bojangles ou La vraie vie qui sont aussi des premiers romans. Je pense que quand les éditeurs ils l'ont reçu, ils ont eu aucun doute quand ils ont rappelé les auteurs. Alors bon, je ne sais pas dans quel état étaient ces manuscrits quand ils ont été envoyés en maison d'édition, mais disons que la version finale, c'était une évidence que ça allait plaire au plus grand nombre. Mais comment avoir ce point de vue sur son texte ? Je n'ai pas l'objectivité nécessaire pour savoir ce qu'il en est. Et puis après, si je suis tout à fait honnête avec moi, je sens bien au retour de mes bêta-lecteurs que c'est pas non plus un roman qui les a transcendés. Ils ont bien aimé, ils ont apprécié de le lire, ils l'ont lu vite, ça les a tenus plus ou moins en haleine. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ? Est-ce que ça les a vraiment remués ? Bon, ça, je suis pas sûre, quoi. Après, évidemment, mes lecteurs l'ont lu dans des versions antérieures. Aujourd'hui, j'ai quand même encore approfondi mon texte. J'espère qu'il va être un peu plus impactant. Même si je sais qu'impactant, c'est pas vraiment un terme à utiliser en langue française. Ah là là, ça me désespère un peu de voir comment je me prends la tête sur tout ça.
Des fois, j'entends des entretiens d'auteurs qui disent, d'auteurs publiés, qui disent « Non mais moi, j'avais jamais pensé faire publier mon texte. C'est quand je l'ai terminé que je me suis dit « Ah bah tiens, pourquoi pas ?» Je l'ai fait lire à mon entourage, ils m'ont dit que c'était pas mal. Oh, qu'est-ce que j'aurais aimé être dans cette logique-là. J'aurais aimé écrire ce roman sans penser à la publication. Mais ça, je l'ai fait pendant des années avant ce texte. Et puis du coup, j'ai jamais amené aucun manuscrit à son terme. Le fait d'avoir pensé à la diffusion de ce roman fait que je m'y suis investie sérieusement, mais du coup, évidemment, j'ai pris les choses à cœur de manière extrême. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je me prends totalement la tête. Bon, je viens de finir ma relecture, donc mis à part quelques petites choses à modifier dans la fin qui restent un peu maladroites, avec beaucoup de répétitions, beaucoup trop de qualificatifs et toujours un petit peu les mêmes mots, c'est plutôt pas mal. J'ai juste peur que mes lecteurs soient un petit peu frustrés de cette fin, même si elle m'apparaît logique. Je suis pas sûre que j'aimerais lire une telle fin dans un roman comme le mien. Donc ce serait un petit peu dommage de faire subir ça à mes lecteurs. Donc bon, est-ce que c'est juste parce que elle est pas assez travaillée, ou est-ce que c'est juste que c'est parce que c'est cette fin-là que j'ai choisie? Je sais pas. C'est la question que je me pose. J'arrive pas du tout en fait à me mettre à la place d'un lecteur, évidemment, puisque je connais trop bien mon texte, Bon, je vais quand même essayer de voir cette 24e version avant de m'attaquer à la correction de mon texte, voir un petit peu si je peux faire quelque chose de plus complet, de plus romanesque avec ça, et d'arriver un petit peu au livre pas parfait, parce que j'ai bien compris qu'il ne serait jamais parfait, mais qui se rapproche le plus de l'idée que je m'en faisais au départ. En fait, c'est drôle parce que quand j'ai commencé à écrire ce texte, je savais pas quel roman j'avais envie d'écrire. Je sais que j'avais envie d'écrire une histoire, une fiction avec ce matériau dont je disposais, mais je ne savais pas du tout laquelle, je savais pas du tout dans quel sens, j'avais pas du tout d'idée de fin. La fin que j'avais imaginée au départ, elle était vraiment terne à un point, c'était un peu exaspérant. Enfin, exaspérant, je suis pas sûre que ce soit le bon terme, mais bref. Et j'ai retravaillé ce texte encore et encore jusqu'à ce que j'arrive à quelque chose qui correspondait à peu près à l'idée que je m'en faisais au départ, sans savoir en fait quelle idée je m'en faisais précisément au départ, parce qu'en fait c'était très très flou au démarrage. J'ai jamais eu d'idée précise, mais au fond de moi, je savais ce que je voulais pas. Et donc tant que je faisais quelque chose que je ne voulais pas, tant que je ressentais pas les choses comme ça, je modifiais. Là aujourd'hui, j'arrive à une version, mis à part quelques petits passages encore qui me font froncer les sourcils, la plupart de mon texte correspond à peu près à l'idée que je m'en faisais. À peu près, hein. C'est quand même loin d'être le roman idéal que j'avais imaginé. Je suis contente, j'ai pas mal avancé, j'ai quasiment fini de refaire tout le séquencier de ma version 24, séquencier, autrement dit mon plan. Ça fonctionne bien, il n'y a aucune incohérence à première vue. Je sais pas pourquoi je me suis arrêtée la dernière fois, qu'est-ce qui m'a bloquée, qu'est-ce qui m'a retenue. C'est peut-être parce que il y avait trop de choses à revoir, mais là, je sais pas, ça me semble couler assez bien. Il me reste une dizaine de pages de séquencier à mettre en forme et à réaménager. Par contre, ça y est, on retombe dans un roman fleuve. Je pense que si j'atteins les 300 pages, ça sera normal. Enfin, peut-être pas les 300, mais je pense que je vais bien retrouver les 250 pages. Dans ma version 23, mon texte fait 226 pages. Et là, si je fais la version 24 telle que je l'envisage, on va plutôt tourner autour des 250, 260 pages, je pense. Donc ouais, ça rajoute pas mal de texte. Bah oui, évidemment, ça rajoute des rebondissements. Mais voilà, c'est bien que j'aille jusqu'au bout parce que, étant donné que je suis un peu titillée par ça, j'ai envie d'explorer cette autre version. En fait, avant de réordonner mes scènes dans la version 24, je vais corriger la version 23, comme ça je pourrais utiliser les scènes de la version 23 qui ont leur place dans la version 24 et
après m'inspirer de la version 22 pour remettre des éléments précurseurs qui amènent au rebondissement final qui a disparu dans la version 23 mais qui réapparaît dans la version 24. Je sais pas si je suis très claire, mais en gros ça va être un petit peu ce genre de schmilblick qui va avoir lieu les prochains jours. Si je corrige la version 23, j'aurai au moins une version aboutie, prête à l'envoi, et après j'aurai plus qu'à travailler sur la version 24 et puis il faudra que je choisisse entre les deux, laquelle j'envoie. Ça va être encore une autre paire de manches. Je sens que ça, je vais galérer. Moi qui adore faire des choix. Et puis en plus, c'est compliqué parce que pour vraiment choisir, il faudrait que je relise très vite les deux versions pour savoir laquelle je préfère. Sauf qu'un texte de 200-300 pages, ça se relit pas en 2 jours. Ça me prend du temps. Je suis pas une lectrice très rapide. Alors d'autant plus quand je connais le texte, je suis obligée de le relire limite à voix haute ou tout du moins en chuchotant pour vraiment me concentrer et me laisser emporter par l'écrit. Et alors, ça me prend tout de suite une petite semaine de lecture, quoi. À raison de 2 heures par jour, ouais, ça correspond à ça. Donc, est-ce que je vais pas me prendre 2 jours complets, à temps complet pour relire ? Peut-être que ça va s'imposer. Je vais voir un petit peu comment ça peut s'organiser dans mon planning. Mais peut-être que je vais être un peu obligée de passer par là. C'est incroyable de voir un petit peu comment je culpabilise de passer autant de temps sur mon texte alors que je suis censée travailler sur mon auto-entreprise, c'est-à-dire mon activité qui me rapporte de l'argent. En même temps, si j'ai envie un jour que l'activité de l'écriture devienne mon activité principale, il faut bien que j'y consacre du temps. C'est compliqué de combiner tout ça avec son activité professionnelle et rémunératrice. Parce que voilà, moi j'ai fait de l'écriture ma priorité, mais c'est pas du tout ce qui me rapporte de l'argent et du coup au quotidien c'est compliqué à assumer, je trouve, parce que notamment par rapport à moi déjà, parce que je culpabilise de pas être en train d'essayer de gagner de l'argent, par rapport à mon entourage, parce que eux ne comprennent pas le temps que je passe à cette activité non rémunératrice, qui donc n'est pas essentielle, puisque pour la plupart des gens, il est plus important de gagner sa vie que de faire quelque chose qu'on aime et qui risque de ne jamais être rémunérateur. Et je me démène avec tous ces paramètres. J'ai un petit peu du mal à être confortable dans cette position. C'est aussi pour ça que j'ai très envie de me faire publier, pour asseoir ma légitimité. À partir du moment où j'aurai un livre dans les bacs, entre guillemets, je sais pas si on dit dans les bacs d'ailleurs pour un roman, on dit ça pour les disques, mais pour les romans, bon. Bref, peu importe, c'est pas le sujet. Mais une fois que j'aurai un livre en vente, j'aurai l'impression déjà de pouvoir me dire auteur, autrice, et puis ça justifiera le temps que je passe à cette activité, qui ne sera plus un simple hobby, mais une possibilité de gagner ma vie, certes de manière modeste, mais rémunératrice quand même. En fait, on justifie un passe-temps par rapport à l'argent qu'il peut nous rapporter. Si un passe-temps ne nous rapporte pas d'argent, c'est justement qu'un passe-temps, c'est un hobby. Ça ne peut pas être une activité prise au sérieux. À partir du moment où une activité nous rapporte de l'argent, alors les gens la prennent au sérieux. C'est un peu ça la problématique. Et je suis en plein dedans. Parce que oui, la dernière fois je disais que j'avais pas envie de faire de l'activité de l'écriture mon activité principale, c'est-à-dire celle qui me rapporterait de l'argent. J'ai beaucoup réfléchi à ça depuis et c'est pas tout à fait vrai en fait. J'aimerais pouvoir vivre de l'écriture. J'ai juste peur, en fait, si j'ai envie, d'accepter après des commandes qui pervertiraient ma créativité. C'est de ça dont j'ai pas envie. Mais par contre, si j'arrivais à faire de mon activité principale l'écriture, ça serait parfait. Après, je sais qu'une manière de vivre de l'écriture, ça peut être par l'auto-édition, par exemple. Mais ça me tente pas du tout, cette vie-là. Quand je vois les auteurs auto-édités qui se démènent à se faire connaître, qui sont à fond sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que la partie principale de leur activité, c'est de faire de la communication autour de leurs livres que de l'écriture. Moi, j'ai envie de faire ma principale activité, l'écriture elle-même. La communication, c'est important, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. C'est pas à ça que j'ai envie de passer tout mon temps. Je préfère à la limite, en attendant, gagner mon argent dans une toute autre activité qui n'a rien à voir avec l'écriture, plutôt que de me démener à me faire connaître en faisant de l'auto-édition. D'autant plus que, comme j'expliquais précédemment, moi j'ai besoin de passer par une maison d'édition pour me sentir légitime en tant qu'autrice. Voilà, c'est comme ça. C'est ma manière de voir les choses et puis même d'être reconnue par rapport à mon entourage.
J'aurais du mal à dire à mon entourage, oui, je m'auto-édite. Je sais pas, je me sens pas avec ça. Pour la plupart des gens, l'auto-édition, ça reste quand même la voie de garage, quoi. Enfin, moi, je me rends compte que c'est pas tant le cas que ça, à force d'écouter des auteurs auto-édités qui partagent mon point de vue sur l'écriture, qui s'investissent autant que moi, qui sans doute écrivent aussi des choses très bonnes. Alors ça, j'ai du mal à me positionner là-dessus, puisque je ne lis pas d'auteurs auto-édités. Enfin, je n'ai jamais lu d'auteurs auto-édités. Enfin, il y a trop de livres à lire pour que j'ai envie de me plonger dans l'auto-édition, pour le moment. Je le reconnais, ça m'inspire pas confiance. Après, il y a des auteurs que je suis sur les réseaux que j'ai envie de découvrir dans leur écriture. Je suis sûre qu'ils produisent des très bonnes choses. Mais voilà, je comprends très bien le grand public qui n'est pas friand de l'auto-édition pour l'instant. Je l'entends totalement et du coup, je n'ai pas envie de rentrer dans cette case-là. Par exemple, si on prend Samantha Bailly, qui est une auteure qui a été publiée en maison traditionnelle et qui aujourd'hui s'auto-édite, elle m'inspire plus confiance. Bah oui, parce qu'elle a été adoubée, entre guillemets, par une maison d'édition. Elle est passée par un mode d'édition traditionnel qui, là, quelque part, donnait une place légitime au sein du monde littéraire. Aujourd'hui, qu'elle ait fait le choix de l'auto-édition, c'est tout à son honneur. Mais l'inverse, même si je comprends très bien qu'un auteur qui débute ait envie de passer par l'auto-édition avant même de s'essayer à l'édition traditionnelle, parce que l'auto-édition ça va plus vite et ça permet d'être plus rémunérateur, d'avoir des retours plus rapides du public. Tout ça je l'entends, ce sont des arguments qui me parlent complètement, mais en fait je pense qu'ils ont toujours du mal à se légitimer, à se positionner en tant que légitime dans la profession. Je pense qu'il y a quand même un complexe par rapport à un auteur édité en maison d'édition. En tous les cas, moi c'est comme ça que je vivrais les choses. Mais bon, comme vous voyez, ça me perturbe beaucoup cette problématique, donc je pense que je vais encore continuer à parler là-dessus pendant quelques temps, jusqu'à ce que je démêle tout ça. Peut-être qu'un jour je serai bien obligée de passer par l'auto-édition. Mais vous voyez, en fait, déjà, rien que le fait de dire que je sois obligée de passer par l'auto-édition, c'est pas quelque chose qui me tente. Ça serait un peu le dernier recours. Et puis si je le prends comme ça, je suis pas sûre non plus d'être lue parce que j'inspirerai pas confiance à des lecteurs, quoi. Bon, salut les amis, j'ai été refusée de partout, donc du coup je vous propose d'acheter mon livre que je publie en auto-édition. Qui sait qui aura envie de me lire? Bon, voilà. C'est là où j'en suis aujourd'hui. Donc voilà, je n'ai plus le choix, il faut que je sois acceptée dans une maison d'édition. Ce qui est cool en tous les cas aujourd'hui, c'est que j'ai travaillé 6 heures sur mon roman et que je m'en suis délectée. Je suis en super forme. Si seulement je pouvais faire ça à temps complet tous les jours, ça serait le bonheur. Vraiment, j'adorerais. Alors oui, c'est sûr, du coup je reste en pyjama jusqu'à 13h, mais c'est un bonheur de pouvoir faire ça en fait. Donc oui, je rêverais de faire de l'écriture mon métier. Ma principale activité, ma source de revenus. Je viens de découvrir un nouveau podcast, enfin je viens de terminer d'écouter tous les épisodes de ce podcast, ça s'appelle La Plume Vagabonde de... alors attendez, je me souviens plus, c'est la Voyagéothèque qui fait ça, et la personne qui interroge les gens s'appelle Karine Poirier. Et donc, Karine Poirier va à la rencontre d'auteurs voyageurs. Donc ce sont souvent des auteurs auto-édités, mais pas que. Et bon, alors évidemment en ce moment, moi qui m'intéresse beaucoup aux récits de voyage, ça m'a totalement interpellée. Je suis tombée un peu par hasard sur ce podcast, mais ça correspond à de la dynamique dans laquelle je suis aujourd'hui et ça me donne carrément envie de repartir en voyage. Mais c'est surtout que tous ces entretiens m'ont semblé passionnants. Et comme parfois elle lit des extraits de romans, ça donne ou non envie de lire les textes des auteurs. C'est bien parce qu'il y en a qui sont plus ou moins doués. Il y a vraiment tout type d'écriture et j'arrive un peu à sentir ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, pourquoi ça me plaît pas. Donc je trouve ça très intéressant d'écouter ça. Et aussi ça me réconcilie avec l'image de l'auto-édité. J'ai vraiment un problème avec ça. C'est-à-dire que, voilà, il y a des auteurs qui en vivent très bien. Et c'est tentant de faire comme eux, en fait. Après, j'ai toujours pas réglé mon problème de légitimité et que je pense que tant que ça sera pas réglé, je pourrai pas en passer par l'auto-édition. Parce que moi, le but quand même, en me faisant éditer dans une maison d'édition traditionnelle... Quand je parle de maison d'édition, attention, je parle pas de maison d'édition à compte d'auteur qui, pour moi, ne sont pas des maisons d'édition. Elles en portent le nom, mais elles n'en proposent pas les services. Donc je parle vraiment d'édition traditionnelle à compte d'éditeur, évidemment. Je ferme la parenthèse. Et moi, le but en me faisant éditer dans une maison d'édition traditionnelle,
Déjà, ça serait d'avoir un conseiller professionnel sur mon texte, un regard extérieur professionnel qui puisse me guider dans l'écriture de mon texte pour l'améliorer encore plus que ce que je suis capable de faire toute seule, en qui j'ai toute confiance en fait, parce qu'à partir du moment où c'est quelqu'un qui travaille en maison d'édition, a priori, il est plutôt légitime à apporter son commentaire et son aide sur mon texte. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'aurais l'impression d'être reconnue par la profession, le fait d'être édité de manière traditionnelle. Et puis si ça se passe bien, je me vois bien faire un bout de chemin avec la même maison d'édition. C'est peut-être aussi pour ça que je sais pas à qui envoyer mon texte en priorité, tout ça, parce que en fait c'est comme si je cherchais un peu l'homme de ma vie, donc faut pas que je me trompe quoi. Évidemment que c'est pas forcément la meilleure façon de procéder, et puis ça me met beaucoup de pression sur les épaules. Et par rapport au podcast La Plume Vagabonde, là il y a une autrice dans un des podcasts dont on lit le texte. Alors je vais pas dire laquelle, parce que voilà, le but c'est pas de critiquer une personne en particulier, mais en l'écoutant, je me disais mais c'est mal écrit, c'est super mal écrit. Là ça m'a un peu choquée en fait. C'était plein d'adjectifs. À chaque mot, il y avait un adjectif. Enfin, il y avait trop de détails. On vivait pas les choses, quoi. Et j'ai peur d'avoir un peu ce défaut-là dans mon texte. Donc, il va falloir que je regarde mon texte avec cette loupe-là. Là où j'ai peur d'en faire trop, c'est que peut-être des fois, j'ai tellement peur que le lecteur ne comprenne pas. En fait, il y a les deux côtés. Des fois, j'attends une déduction fulgurante de la part de mon lecteur, et donc j'en dis pas assez. Et d'autres fois, je lui explique trop dans le détail pour être sûr qu'il comprenne bien. Et pour être sûr qu'il sente bien les choses. Et ça, je pense qu'il faut trouver le bon dosage. Sinon, ça peut vite être lourdingue. Et c'est vraiment l'effet que ça m'a fait avec ce texte. Donc j'ai envie de revoir mes pages un peu avec cette ornière. La suite de mes aventures d'apprenti écrivain au prochain épisode. J'espère déjà que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez le partager autour de vous, le commenter sur Apple Podcast, et on se retrouve dès la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h sur votre plateforme de podcast préférée. En attendant, je vous annonce qu'un nouvel hors-série sera disponible demain dès 14h, dans lequel je vous emmène à la rencontre d'une autrice dont j'ai adoré le premier roman. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, et sachez que si vous préférez l'image, une vidéo sera aussi disponible sur ma chaîne YouTube Aurélia se raconte. Merci beaucoup pour votre écoute, et si vous avez envie d'échanger avec moi, n'hésitez pas à venir me retrouver sur Instagram @AuréliaHorner. Je vous mets toutes les références en description de l'épisode. À très bientôt.